Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast GF38. Dans cette riche semaine de contenu Métro Sport, aussi bien podcast que les articles écrits, n'hésitez pas à aller sur grenoblefoot.info si vous voulez vous informer sur le GF38. Aujourd'hui, on enchaîne avec le bilan de la préparation, puisqu'avant de se déplacer à Saint-Étienne samedi pour la première journée de Ligue 2, les footballeurs grenoblois ont vécu une riche préparation avec 5 rencontres au menu. Plutôt une bonne préparation. En tout cas, on va en discuter avec Karel. Comment vas-tu, Karel? Salut Fred, bah écoute, ça va très bien. Content d'être avec toi parce que là, on fait beaucoup de podcasts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première journée arrive, que la prépa est passée. Donc très bien. Et toi-même? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Je te rejoins. Ça veut dire qu'on est en mode compétition, nous aussi. Voilà, on était tranquille là pendant. Enfin, tranquille, c'est tout relatif, mais on a vécu Ouais, tout est une relatif. préparation. On est monté en puissance aussi également. Alors en plus, on en a vu beaucoup ensemble des matchs de préparation. Donc Oui, c'est très pour, sympa d'ailleurs cette prépa. Tout à fait. Ah bah c'est les moments. Bah d'ailleurs, on peut commencer par ça, hein, les moments sympas de la prépa. Voilà, c'est. Alors le premier match était à huis clos malheureusement, donc c'était un peu particulier. Mais notamment les deux matchs à Saint-Marcelin. Voilà, c'était cool de revoir du monde, de découvrir certaines personnes. J'ai découvert moi certains auditeurs ou certaines personnes qui sont sur le Discord ou sur les réseaux sociaux. Voilà, qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de croiser sur les matchs de Ligue 2 parce qu'on est un peu isolé nous dans notre tribune de presse, car elle qui est loin de la ouest et loin de la nord. Enfin, on croise que C'est ça. les partenaires ou les choses comme ça, ou les familles des joueurs, ce qui est très bien aussi, hein, mais on est un peu plus éloigné des supporters, donc c'est aussi cool pour ça de pouvoir discuter un peu avec vous tous. Donc moi, ça me fait toujours plaisir en fait de faire la petite prépa et les traditionnels matchs à Saint-Marcelin notamment pour ça. En espérant malgré tout, alors je pense que c'est un avis que tu partageras, Karel, qu'on ait un petit match dans l'agglomération qui ne soit pas à huis clos lors des prochaines préparations pour accueillir Mm. un peu plus de monde encore, parce que c'est vrai que Saint-Marcelin c'est bien, mais un soir en semaine c'est compliqué, un samedi après-midi Ouais. pour ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement c'est compliqué, et puis Chambon-sur-Lignon on n'en parle pas, donc voilà, un petit message pour le GF38 et les dirigeants, un petit match à Sassenage, un petit match à Échirol par exemple, on est très preneurs nous de notre côté aussi, et ça nous permet de croiser encore plus de monde. Le Stade des Euh... Alpes Ah c'est compliqué je pense 2020, pour un... Ouais, 2021. c'est compliqué. Clermont contre Contre Clermont, je crois. Clermont, effectivement, c'était sympa aussi d'ailleurs. Contre Clermont, il y avait du C'était monde, sympa. etc. Mais je Ouais. pense qu'en termes Des d'organisation, beaux c'est matchs. peut-être un peu plus difficile. Et si on est sur les souhaits, si on pouvait jouer une grosse équipe étrangère au Stade des Alpes, Ah, ça quand je dis serait grosse incroyable. équipe étrangère, tu vois, Bastia. mais à West Ham, à Lecce, un truc comme ça, tu vois. Bastia a joué les Las Vérone là récemment Ouais, par et a exemple. gagné en plus. Alors j'attends pas qu'on joue la Juventus, hein, même si on pourrait leur proposer Stade des Alpes, Stadio delle Alpi, tu vois, une espèce de petit trophée classique Stade des Alpes, par exemple, un trophée Ça pourrait Alpico. être sympa. Mais oui, oui, une équipe un peu de seconde partie de tableau anglaise, allemande, italienne, peut-être plus italienne vu la position géographique de Grenoble, mais ça Voilà, parce serait... qu'en plus les prépas sont décalés, donc eux, ça Oui, pourrait être le début de leur prépa, ils montent, doucement et nous la fin de la prépa où on finit fort, donc j'aimerais bien. ça Auxerre pourrait être a intéressant. joué quel club anglais? Middlesbrough peut-être? Ou Oui, Bournemouth? Non, s'est fait Middlesbrough, rejoindre, c'est ça. par Middlesbrough, je crois, un peu dans les derniers instants Ouais, et ouais, Bastia, hélas Vérone, c'est pas mal. Rennes a joué contre West Ham. Bon, Rennes, c'est ouais. de la Ligue Bon, 1, bon, après c'est Rennes, voilà, très c'est le très stade... haut de tableau, très, très haut du panier Ligue 1, mais C'est le stade au-dessus, mais voilà, je pense que c'est une envie. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires, hein, quelle équipe vous aimeriez voir. Alors, restez réaliste. Hein. Remarque, on a joué Barcelone en préparation à Grenoble. et on a Donc, je dis, gagné, hein, contre et on a Barcelone, en gagné. plus. Donc, je dis, restez réaliste, mais quelquefois, en fait, on peut s'offrir des petits rêves, mais ce serait cool, en tout cas, d'avoir une belle affiche comme ça qui changerait un peu de l'ordinaire. Alors, non pas qu'on n'a pas été content de recroiser certains visages, hein, Karel, cet été. D'ailleurs, je vais donner la liste des adversaires grenoblois. Il y a eu le Paris FC, il y a eu l'AS Saint-Etienne. Donc ces deux équipes, alors Saint-Etienne, moi j'en peux plus en prépa, hein. Je les aime beaucoup, tu vois, c'était marrant On il y a n'en peut 3 ans, plus. mais on les croise tout le temps On n'en maintenant. peut plus de Saint-Étienne. Voilà, il y a trop de Saint-Etienne. Paris FC, on les croise aussi en Ligue 2 là, c'était sympa parce qu'il y avait Stéphane Gilly sur le banc du Paris FC, l'ancien Très coach adjoint sympa. de Mecha Bazdaravic, donc ça Tout c'était le monde était cool. très sympa au Paris FC. Très sympa, effectivement. En plus, alors c'était à huis clos, donc c'était un peu plus pratique aussi peut-être pour croiser plein de monde du club, mais ouais, bon retour, bon feeling sur les gens du Paris FC qui était vraiment très agréable. Après, on a fait Goal FC et l'UNFP, ça c'est un peu plus inhabituel. Donc pourquoi pas, tu vois, c'était plutôt sympathique. Et Rodez, bon bah pareil, Rodez, c'est là Saint-Étienne bis, on les joue tout le temps de partout. Ça, on les aime bien. Hein. J'aime bien Rodez, j'aime bien Van Den Beek, j'aime bien Abdallah, mais j'aime bien Joseph Mendes, mais trop de Rodez, Tru Rodez. Donc un peu de nouveauté sur les prochaines prépas, on est preneur. Même si Karel, on peut commencer par ça, avant de donner les résultats. L'intérêt d'une préparation, bah, c'est aussi de se roder contre des équipes qu'on va retrouver en cours de saison, forcément. Mmh.
c'est ça, ça a été le cas avec, avec 3 de ces 5 matchs-là. Même si, voilà, forcément la dimension est différente. Le Paris FC, je pense que ça va être très différent, Oui. ce qu'on a joué en préparation de ce qu'on va jouer, là, prochainement, finalement le 12 août, donc ça approche, très vite. Il y a que 2 Rodez des équipes qu'on finalement a qui joué, était vraiment en mode Ligue de Saint-Etienne et Paris FC, ça arrivait c'est très ça, vite. Et on va les rejouer vite en championnat en plus, donc peut-être moins et d'enseignements à c'est tirer de ces deux dommage. pré-matchs. C'est dommage parce que nous, on aurait dû être en mode vraiment Ligue 2 contre Rodez et au final, on a eu 2 gros blessés du 11 qui ont un peu faussé aussi ce match-là, sans forcément chercher d'excuses, mais c'était un peu dommage parce que sur le dernier match, tu espères monter en puissance avec le 11 titu et puis au final, tu as 2 gros absents. Mais ouais, tu l'as dit, des équipes qu'on va retrouver en championnat, Paris FC, Saint-Étienne, potentiellement des candidats au top 5, Rodez, qui va peut-être avoir envie de sécuriser son maintien, plus tôt que les saisons passées. Donc c'est sympa. Après, Paris FC, Saint-Étienne, c'est des matchs qui arrivent vite, donc c'est un peu tricky quand même comme match, je trouve. Mais bon, au final, ça a donné des confrontations intéressantes, donc pourquoi pas. On aurait dû jouer 3 aussi à la place de Rodez à Oui, Saint-Marcelin, mais bah, comme on les rejoue vite en championnat, côté Grenoble, on a préféré changer d'adversaire. Voilà, c'est ce que les coachs font, pas systématiquement, mais en tout cas assez régulièrement, pour pas donner trop de clés à l'adversaire, même si je pense qu'aujourd'hui, avec la vidéo et des choses comme ça, il y a pas 50 000 secrets qui peuvent être gardés. En il y termes a de une Nîmes résultats, aussi à un et moment qui était ah oui, il prévue, y a une Nîmes pardon Fred, effectivement qui ne s'est pas fait, qui a été remplacée par Gol FC. Effectivement, c'est vrai qu'elle a un peu été modifiée en cours de route cette prépa. Après, on est sur deux équipes de nationales là, donc on a gardé de l'équivalent. En termes de résultats, Karel, on a fait 0-0 contre le Paris FC pour le premier match à huis clos à Ténard. On est allé gagner à Saint-Etienne 2-1. Bon, bah, on est un peu saoulé de les croiser tout le temps, mais ça fait toujours plaisir de les battre quand même, on va pas se mentir. Ne serait-ce qu'en préparation. On a battu 1-0 avec le Gol FC à Saint-Marcelin avec une équipe qu'on qualifiera d'un peu plus bis pendant une grosse heure de jeu. Généralement, c'est les matchs du mercredi, voilà, contre une équipe d'un niveau inférieur. C'est souvent utilisé par les entraîneurs à ce stade-là de la prépa, bah, pour donner un peu plus de temps de jeu justement à ceux qui sont un peu moins titulaires dans l'esprit de l'entraîneur. Après, on a battu l'UNFP 4-0 à Saint-Marcelin toujours le samedi suivant. Voilà, c'était clairement une affiche pour se mettre en confiance, je pense. Sans faire offense à l'UNFP, hein, c'était de loin, je pense, l'adversaire le plus faible qu'on ait rencontré. 4-0, c'est même pas si cher payé que ça au vu de la physionomie du ouais. match. Et le dernier match qui était un peu particulier puisqu'il s'est joué en 3 fois 45 minutes, bah, c'était un peu répétition générale contre Rodez. Tu l'as dit avec dans l'idée de mettre l'équipe un peu type la première mi-temps, mais malheureusement il y a eu deux blessés assez rapides, Postolaki et Rigaud, donc bah, ça n'a pas permis de dérouler le plan comme c'était prévu. Et c'est la seule défaite de la préparation par ailleurs. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Tu nous diras ça en conclusion, Karel, si tu veux. En attendant, quel est ton sentiment un peu global de cette préparation? T'as vu pas mal de matchs en live, t'en as vu quelques-uns en retransmission. Est-ce que les Grenoblois t'ont rassuré? Est-ce que tu es inquiet au contraire à quelques jours de se déplacer à Saint-Étienne ou tu te dis que finalement, bah, vu ce qu'ils ont montré, on peut avancer confiant? Bah, un peu d'excitation parce que, je pense que dans le recrutement, il y a eu une volonté quand même de changer, quelque chose, dans l'animation, dans la manière dont tu construisais, dont tu orientais ton jeu. Je pense qu'on est beaucoup à être resté sur notre faim la saison passée, par rapport aux joueurs qu'on avait. On espérait, peut-être un peu plus de spectacle et au final, on finit dernière attaque, donc forcément tous un peu déçus à propos de ça et je pense que, par rapport à notamment aux joueurs que tu amènes au milieu de terrain, il y a eu une volonté de changer, quelque chose. Donc forcément, il y a des automatismes à prendre, c'est le but de la préparation. Ça n'a pas empêché, je trouve, que malgré le 0-0, le GF38 et on s'était accordé à le dire en plus, Fred, que ce soit, quand on en a discuté ou que ce soit en live sur Twitch ensuite pour, débriefer que le match était assez intéressant de la part du GF38, par rapport, au mouvement, par rapport à l'intensité. On avait trouvé que c'était un match très, très intense pour un premier match de prépa. Voilà, l'intensité qui était mise à la récupération, les volontés de jouer vers l'avant. Et donc, du coup, bah, beaucoup de hype, d'excitation, voir ce que ce GF38 cru, 23-24 va pouvoir donner parce que, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petites différences, qui étaient notables. Alors ensuite ça va monter en puissance, le collectif va se souder et forcément ça sera un peu plus huilé. Mais, j'ai vu des choses qui m'intéressaient, notamment, dans les volontés, de se projeter rapidement, de faire
mal à l'adversaire avec l'apport d'un Dante Rigo dont on a beaucoup parlé dans le podcast Mercato, l'apport de Postolakic Joseph sur le match contre l'UNFP. Rodez, forcément, on l'a pas vu, donc c'est difficile de se faire une idée en fait. Tu m'as demandé si c'était un match qui m'inquiétait. Pas vraiment parce que c'est un match que j'ai pas vu, donc dans le contenu, je sais pas ce que ça a donné. Tu peux perdre 3-1, en fait, on prend 2 buts sur la deuxième mi-temps de 45 minutes et étant donné qu'on savait pas exactement quelle équipe était alignée par le GF38, c'est compliqué de se faire une idée, en fait. Donc pas forcément inquiet, mais plutôt excité, plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Même, voilà, si tu l'as dit, on commence par un gros test à Saint-Étienne. Donc hâte de voir, ce pas nouveau, mais ce que ce GF38 modifié peut donner. Avant de parler de dispositifs et d'ambition de jeu, est-ce qu'on peut essayer de dégager, Karel, peut-être une équipe type de cette préparation, voilà, dans l'esprit, ces joueurs qui pourraient être les titulaires en puissance de Grenoble. Bon, le gardien, on va pas y passer longtemps. Brice Maubleu, bien évidemment, surtout qu'Esteban Sales est Forcément. parti, donc voilà, il y a pas de gros secret. Un petit mot sur Mamadou Diop, qui a fait ses matchs, qui a été décisif à plusieurs reprises quand il a été aligné. Voilà, je pense que, alors on sait pas si Grenoble va recruter un numéro 3 ou un numéro 2. Moi, personnellement, je trouve que Mamadou Diop a montré les qualités pour montrer qu'il pouvait être un bon numéro 2, en tout cas, sur cette préparation. Ouais, bah, je pense que, aussi une qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est que, bah, il a pas eu peur de prendre ce rôle-là. Il a été, très vocal sur les matchs où on l'a vu. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais j'ai Mmh. trouvé que, voilà, il donnait beaucoup d'indications, qu'il était pas forcément, dans le complexe de se dire: «J'arrive de la réserve, je suis un joueur un peu plus jeune, tu dois remplacer quand même un profil comme celui d'Esteban Sales qui a été en fait irréprochable, sur les matchs où il a pris la place de Brice Maubleu, que ce soit en Coupe de France. Alors en Coupe de France, il a pas eu de chance face à Lyon notamment, mais il était parti pour faire un très gros match, notamment. Donc voilà, c'est pas facile, mais il a pour l'instant, il y a pas d'appréhension et je pense que c'est une bonne qualité d'être capable de diriger sa défense, d'être capable de se faire entendre, pour un gardien, jeune et ensuite, bah, dans la cage, c'est impressionnant, hein, c'est très, très grand. Faut voir ce que ça peut donner sur des matchs en jeu, mais moi, ça me poserait pas problème qu'il passe en tant que deuxième gardien. Je sais pas ce que toi tu en penses, Fred? Alors moi, si ça tenait qu'à moi, oui, je trouve que c'est assez logique. En plus, il connaît bien le groupe gardien. Ça fait un an qu'il s'entraîne. Je pense que l'entente est plutôt bonne avec Brice Maubleu en plus derrière. Ça me semble être une progression assez logique. En plus, quand il arrive à Grenoble, alors il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a quand même fait la fin de saison avec Chambly, si mes souvenirs sont bons, en étant plutôt bon. Alors qu'il partait pas forcément dans la peau du numéro 1 en début de saison, il avait fait une très très bonne fin de saison. Donc ouais, ouais, moi si je suis décideur aujourd'hui, je suis plus en avec une hiérarchie encore peut-être plus nette. C'est difficile de dire parce que Brice Maubleu était tellement au-dessus l'année dernière qu'il était numéro 1 sans contestation possible. Mais on savait qu'Esteban Sales c'était plus qu'un numéro 2. Là pour le coup, on arriverait avec un vrai numéro 2 en fait, si tu vois ce que je veux dire. Alors dans les faits, ça change rien. C'est Brice qui joue tout le temps et Mamadou Diop pour le numéro 2 joue la Coupe de France si le numéro 1 est pas blessé ou suspendu. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même plus de différence entre les deux, plus d'écart. Mais ouais, numéro 2 pour moi, Mamadou Diop, et on prend un troisième gardien plus pour jouer avec la réserve assez régulièrement et pourquoi pas tenter de bousculer un peu plus la hiérarchie en courte saison, mais je partirais plus sur ça. Bon, à Brice Maubleu, il a fait une prépa correcte, hein, pas d'arrêt incroyable, mais pas non plus de boulette incroyable non plus. Je Mmh. pense qu'il sait bien se gérer à son âge et avec son expérience, Brice, pour être prêt le jour J, à savoir samedi. On passe à la défense. Pour moi, la défense qui a pris des points en ce début de saison. Il y a de la concurrence hein, en défense quand même. Finalement, sur tous les Mmh. postes, on pourrait Bah, comme trouver souvent au GF38. ouais, c'est vrai, on pourrait trouver plus que des numéros 2. Moi, j'irais sur Touraine à droite, qui avait manqué le match de Saint-Étienne parce qu'il était un peu au repos, mais qui sur le reste du temps a montré les mêmes qualités, notamment sur le plan offensif qu'en fin de saison dernière. Pardon. On est vraiment resté sur le Mathis Touraine qu'on connaissait. Pour moi, la charnière centrale qui a pris vraiment beaucoup d'avance, par contre, sur la concurrence, c'est Monfrey Diarra. Mmh. Pas que les autres déméritent parce que Nestor et Chapchet, je pense que dans beaucoup de clubs de Ligue 2, c'est titulaire. Mais Monfrey Diarra, c'est quand même un cran au-dessus et je pense que ça va être difficile à déloger s'ils sont à 100% cette saison. Et à gauche, du coup, bah, Real Mendy, on en avait discuté beaucoup après le match contre le Paris FC, qui fait une vraie bonne prépa. Alors, il a marqué à Saint-Étienne en plus le Mmh. but de la victoire en deuxième mi-temps. Ça, c'est anecdotique, mais ça fait toujours plaisir.
Il a été un peu blessé aussi sur la deuxième partie de la prépa, donc on l'a pas forcément vu dans la peau du titu à tous les matchs. D'autant qu'il jouera pas à Saint-Etienne lui, mais par contre pour moi sur le début de championnat après Saint-Etienne, c'est clairement le numéro un et j'ai hâte. Pour le coup, je pensais pas que j'aurais dit ça il y a encore quelques semaines, mais j'ai hâte de voir son début de saison parce qu'il a vraiment beaucoup apporté offensivement notamment. Avec encore une fois, je pensais pas dire ça, mais une qualité de passe, jeu long, centre, etc. Pas mal. Plus que pas mal même. Il a notamment fait Très une. bonne, ouais. Alors c'était pas une passe D du coup parce qu'il y a eu transversale sur la frappe de Bamba, mais c'était vraiment très intéressant dans l'esprit. Et une grosse qualité de percussion offensivement. Il avait beaucoup de coffres. Pareil, on verra en Il début était de saison. impressionnant, ouais. Ouais, ouais, c'était. Bah pour moi contre le Paris FC, c'est le meilleur Grenoble du match et d'assez loin. Donc j'en fais mon titulaire moi sur le début de saison aux doublures que sont Paquiez et Xantip de bousculer un peu la hiérarchie par la suite, mais il part avec un petit peu d'avance Mendy. Avant de donner le reste, tu veux passer à la défense ou là on va faire ligne par ligne si tu veux, ça sera plus simple pour nos La auditeurs défense, aussi. moi sur la défense, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est Touraine, Monfrey, Diarra, Mendy. C'est juste dommage que Mendy, du coup, ait dû un peu ralentir sur la fin de prépa parce que contre l'UNFP, je crois qu'il était un peu embêté, physiquement et que du coup, il y a pas de risques qui ont été pris et contre Rodez, bah, c'était le 11 qui allait, en somme démarrer, à Saint-Étienne, oui, ce samedi. Donc il a pas forcément eu énormément de temps de jeu. Mais tu l'as dit, hein, le match contre le Paris FC, franchement, hein, totalement, différent de ce qu'on a pu voir sur la fin de saison. Alors ça, c'est bien, ça nous rappelle que voilà, il faut aussi, faire preuve de compréhension, et de se rappeler qu'un joueur avec une prépa, dans les jambes avec son club, c'est différent d'un joueur qui arrive en janvier, et qui doit s'adapter directement à son nouveau club, à sa nouvelle équipe. Mais là, sur le match contre le Paris FC, Saint-Étienne y marque, dans la percussion, tu l'as dit, dans la qualité de passe, de transmission, on l'a vu réussir des très belles transversales, des très bons centres. C'était très qualitatif. Donc moi, la ligne défensive, cette ligne défensive-là, j'ai vraiment hâte de la voir en action parce que je trouve que sur le papier, c'est quand même costaud. Puis on reste sur des joueurs qui étaient déjà au club et qui ont terminé quatrième meilleure défense de Ligue 2 l'an passé, c'est bien ça Karel? En tout cas En dans le top comptant, ouais, 5, voilà, ouais. Maublu forcément dans l'équation, mais c'est ça. Autre chose que j'imagine que tu as très envie de voir évoluer, c'est le milieu de terrain grenoblois. Je pense qu'on sera aussi assez d'accord. Après, tout dépend d'où on fera jouer Eddy Sylvestre, hein, qui peut jouer un cran plus haut sur le côté droit offensivement, par exemple. Mais je pense que le trio Rigaud, Bonnet, Sylvestre, c'est largement détaché quand il a joué ensemble. Pas si souvent que ça, hein, parce qu'on a eu un Bonnet qui a été un peu blessé à un moment donné. Rigaud s'est rapidement blessé sur le dernier match aussi, donc on les a pas forcément vu beaucoup alignés ensemble. Sylvestre qui a joué aussi de temps en temps ailier droit. Donc on a beaucoup plus vu Touré finalement avec d'autres équipiers au milieu du terrain. Mais pour moi, le trio Rigaud, Bonnet, Sylvestre, si ça joue comme ça, voilà, il est quand même difficilement bougeable en l'état du Ouais, reste des milieux de terrain grenoblois en ce moment. totalement, totalement, ça va être un milieu qui dans l'idée est difficile à aller chercher. Hem, Même si, peut-être que voilà, il y aura une alternance au niveau du poste de 6, potentiellement avec Ameogo, potentiellement, alors je pense pas que ce soit dans les plans, mais si un 6, si un 6 est amené à arriver au GF38, sur le mois d'août, mais je crois pas que ce soit dans les plans, hein, Fred, hein. Non, non, Donc on est vraiment parti effectivement sur un Dante Rigo qui est considéré par le staff et les dirigeants comme le 6 cette année, le remplaçant de Franck Bambok. Bah d'ailleurs, si je te propose de faire une transition plutôt que de faire toute la ligne équipe type et on basculera après sur les attaquants. Parce que finalement, si on parle de jeu de GF38, si on parle d'animation du GF38 et surtout de côté nouveau, de mutation du jeu du GF38, bah on va beaucoup parler du milieu du terrain finalement, Karel. Ça va beaucoup ouais, dépendre de c'est ça. comment ça va s'articuler à la fois dans la construction, mais peut-être aussi à la fois dans le pressing. Nous, ce qu'on a vu sur les matchs de préparation, alors déjà sur la construction, c'est que Rigaud a pris beaucoup de choses à son compte. Il est souvent descendu entre ces deux centraux. Voilà, c'était le vrai chef d'orchestre, là où un Benet pouvait le faire l'année dernière. Mais ce qui est intéressant, Karel, on l'a aussi dit sur le mercato que vous pourrez écouter également en podcast, c'est que c'est surtout qu'on a aujourd'hui une multiplicité d'options à ce niveau-là. C'est-à-dire que si Rigaud est particulièrement ciblé par un adversaire, on peut confier les clés du jeu grenoblois à Benet. Si Benet et Rigaud sont particulièrement ciblés, il y a Eddy Sylvestre qui est pas très loin. On a vraiment beaucoup de profils créatifs et c'est comme ça qu'on l'a perçu cet été au GF38. C'est ça, le milieu de terrain qui peut, voilà, pour moi, on en a beaucoup parlé sur le podcast mercato, mais qui peut,
totalement, transformé cette équipe, du GF38, tu l'as bien dit. Aujourd'hui, ça va être difficile de cibler, un joueur, dans le milieu du GF38 à aller marquer, à les empêcher d'évoluer pour les équipes adverses. Là où, bah, les saisons passées, c'était, et sur la saison passée, sur les 6 derniers mois, c'était sûrement Jesse Bonnet qui était le plus en vue. Hem, à voir, comme tu l'as dit, où est-ce que Eddy Sylvestre, va évoluer? Parce que moi, je trouve que, en tant qu'ailier droit aussi, peut-être plus un ailier intérieur, ça peut être intéressant dans le sens où à droite, tu as Touraine qui est très offensif et qui peut prendre le couloir, là où Sylvestre va beaucoup rentrer, Mmh. intérieur. Donc je pense que là-dessus, ça peut être complémentaire. On les a Je sais pas souvent si vus c'est dans quelque ce chose qui va être registre-là, testé? hein, Karel, sur la fin de préparation notamment, Oui, avec une belle entente entre les deux. Effectivement, un Touraine, je le disais tout à l'heure quand on parlait des défenseurs, qui a une nouvelle fois montré qu'il avait des grosses capacités offensives, une belle qualité de centre, beaucoup de volume de jeu aussi. Il est capable de faire des allers-retours, c'est pas un souci. J'ai plus le sentiment, moi d'ailleurs, là, on a incorporé Eddie Sylvestre dans un milieu de terrain, dans un 4-3-3 un peu classique pour Grenoble, mais j'ai plus le sentiment que sur le début de saison, on va évoluer justement avec Sylvestre un peu plus excentré devant, notamment en attendant que tous les attaquants soient en forme, qu'on sache si Bamba reste ou ne reste pas, etc., etc. Mais je suis plus de cet avis-là pour les premiers matchs, de voir Sylvestre plus haut en ailier intérieur, comme tu l'as dit, et ce qui permettrait en plus de mettre un Touré ou un autre joueur au milieu de terrain, Isola, Pérez, sur un milieu de terrain un peu plus chasseur finalement dans le pressing, si tu oui, vois ce que voilà. je veux dire, avec peut-être un Rigaud qui resterait point de basse et un Bonnet et l'autre milieu de terrain qui serait capable aussi d'aller aider au pressing et d'aller chasser et d'avoir des gros volumes de course aussi sur cette partie du terrain. Et on sait que Touré, c'est une de ses qualités pour le coup d'avoir ce gros volume de jeu là. C'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai parlé du fait que Touraine sur le côté droit était très offensif et il va falloir aussi avoir un milieu, Capable de droit, compenser. enfin un Ouais, milieu central droit qui est capable de compenser en fait, oui. bah, les montées de Touraine. Donc ça va être, intéressant de voir comment, Vincent Aignan décide d'articuler son 11, mais c'est très intéressant d'avoir des latéraux offensifs, mais il faut être capable de compenser leur montée et peut-être qu'aujourd'hui, un Touré ou un Isola sont peut-être plus dans ce registre-là qu'un Eddy Sylvestre, même si on a vu que encore une fois qu'il était pas avare d'efforts et qu'il était capable de les faire, mais peut-être que ça serait, une perte de l'avoir un peu plus bas sur le terrain. À voir si Dante Rigo aussi est capable de combler ça défensivement, parce qu'on a beaucoup parlé de sa qualité de passe, mais on va voir aussi, au niveau de son apport défensif, ce qu'il est capable d'amener. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de questions très intéressantes à se poser sur le milieu du GF38. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit, hem, Eddy Sylvestre, pour moi, peut être la très, très bonne recrue. On a fait nos pronostics, qu'on vous laissera découvrir dans le podcast, Mercato. Mais j'attends beaucoup de Dante Rigo par rapport à là, on est sur un profil vraiment très opposé à celui de Frank Bangbock. Ça veut dire qu'il y a une volonté de changer quelque chose et j'ai hâte de voir, comment il va prendre son jeu à son compte, le jeu du GF38 à son compte, pardon. Parce que tu l'as dit, il a pas eu peur, pendant la prépa et j'espère que ça continuera, pour la compétition. On parlait de combler à un moment donné sur Dante Rigo. En préparation, on a vu les Grenoblois souvent aller chercher haut, souvent être très offensifs à l'image de Touraine, c'est-à-dire être sur des positions finalement de déséquilibre en leur faveur sur le plan offensif pour gêner un maximum les relances adverses et pour aussi avoir des solutions de centre, de but, de passe, etc. quand ils sont devant. Ça veut aussi dire que défensivement, si on reste sur cet état d'esprit-là, il y aura des déséquilibres à chaque fois à gérer en situation d'infériorité en fait, hein. Donc le rôle des défenseurs peut-il changer selon toi? On n'en a pas beaucoup parlé sur la défense. Le rôle d'un Brice Bleu peut-il changer aussi selon toi? Est-ce que pendant la préparation, tu as vu des choses comme ça? Tu disais Touré notamment, effectivement, qui était capable de compenser les montées de Touraine sur le plan défensif. Mais peut-être que sur d'autres postes aussi, on va devoir trouver des profils qui s'adaptent un peu plus défensivement cette année à ces situations de déséquilibre, hein. C'est ça, bah, en fait, c'est sympathique, hein, de demander au GF38 de presser plus haut et de récupérer des ballons plus haut, mais derrière, il y a toute une animation, Si le ballon défensive à passe, voilà, gérer. si le ballon passe, Voilà, c'est ça. effectivement, le pressing c'est bien si tu récupères vite le ballon ou que il est mal transmis en fait, hein. Ce Et qu'on peut dire sur la rapidement, qualité de transmission du GF38, on peut arriver sur des équipes en face qui ont des joueurs qui ont la qualité de transmission aussi pour passer le premier pressing et du coup permettre à leurs attaquants d'être dans des situations voilà. pardon d'avantage numérique, hein. Voilà, mais ça peut nous faire revenir justement à ce que Mathieu Bonnemer avait dit, que selon lui, en Ligue 2, il y avait peut-être moins la qualité pour aller faire mal aux équipes qui jouaient la possession, qui jouaient aussi le pressing et la récupération rapide du ballon. Donc, On n'est peut-être pas que, sur des nouveautés, mais je pense que c'est un point important dans ce registre-là. On est aussi sur une charnière centrale forte dans les duels.
Monfrey, c'est sans doute un des meilleurs défenseurs de Ligue Oui. 2 dans les duels, il en perd très peu. Et Mamadou Diarra, il fait un peu plus de fautes, on va dire, parce qu'il joue un peu plus de son physique, mais il est aussi très bon dans ce registre-là. Et d'avoir des défenseurs bons dans les duels qui pourraient se retrouver davantage en situation de 1 contre 1 si le premier rideau défensif, qui est composé des attaquants grenoblois, est facilement transpercé ou est transpercé en tout cas, c'est un vrai avantage aussi en termes de profil. Ouais et puis voilà, mais tu parles des défenseurs, ça va être très important dans l'animation de ce pressing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, va falloir voir comment tu es capable de jouer le hors-jeu, comment tu es capable de gérer tes alignements parce que le hors-jeu aujourd'hui quand tu joues un contre-pressing, quand tu joues un pressing haut, c'est quelque chose qu'il faut parfaitement gérer. Gérer ton alignement de la meilleure des manières, de manière à ce que à piéger les attaquants en fait, tout simplement et tu as parlé des profils de nos 2 centraux. Je pense que c'est des centraux qui voilà pour des profils de défenseurs, voilà, axiaux, sont assez rapides finalement et ça va compter. Ça, avoir des joueurs qui sont capables de couvrir, la distance et qui sont capables de tenir peut-être à la course sur quelques mètres, des attaquants de pointe, ça va être très, très important aussi. Parce qu'aujourd'hui, si les équipes adverses décident de sortir du pressing en envoyant des longs ballons, on va avoir besoin d'avoir un Monfrey, un Diarra qui sont capables de tenir à la course parce que si tu as des défenseurs très, très lents, ça sera plus facile de lancer les axiaux, en profondeur, pour les équipes adverses et ça sera difficile pour nous de tenir ce pressing-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura une révolution par rapport au pressing, mais si on parle d'un pressing haut, il y a toutes ces dimensions-là à prendre en compte et je pense dans l'idée qu'on peut avoir des profils de joueurs, sur nos lignes pour essayer d'instaurer ce pressing et tenir la possession derrière parce que on peut instaurer un pressing qui va mener directement à des attaques ou on peut décider d'instaurer un pressing qui nous ramène en phase de possession derrière et je pense qu'on est capable d'avoir des longues phases de possession avec ce milieu-là aussi. Sachant qu'on est sur des joueurs qui sont capables de donner du rythme, en fait, d'insuffler un rythme, de donner le tempo. On avait que Bonnet l'année dernière qui était dans ce registre-là, effectivement. Bombok, on n'était pas vraiment, on était plus sur de la passe latérale, tu vois, des choses comme ça. La gestion, voilà, c'est ça. Voilà, là, on est sur des joueurs qui sont capables effectivement de mettre le pied sur le ballon, de le conserver. Il va être compliqué à prendre. On en viendra, on en a beaucoup parlé sur le mercato sur Eddie Sylvestre. Mais c'est aussi le cas de Jesse Bonnet, voilà, qui nous a fait quelques petites roulettes, par exemple, sur cette phase Oui, de prépa, qu'il est qui a, élégant. voilà, il est élégant, mais qu'il a montré qu'en conservation, il savait conserver un ballon et qu'il n'était pas obligé de s'en débarrasser rapidement, mais qui peuvent aussi jouer en première intention derrière. Donc le rythme donné va pouvoir être insufflé aussi par ce milieu de terrain-là. Ça, c'est super intéressant. Et voilà, je voulais compléter sur les deux axiaux. Je pense aussi que Monfrey et Diarra ont une longueur d'avance sur les deux autres, parce qu'effectivement, tu parles de cette mobilité et de cette capacité dans les duels, et ils sont tout simplement meilleurs que Nestor et que Tchapchet dans ce registre-là aussi. Et avec une équipe effectivement qui risque d'évoluer plus haut, c'est intéressant d'avoir des joueurs qui soient mobiles en fait derrière. Un Tchapchet, il est un peu plus lourd, même s'il a bien progressé, je trouve, depuis son arrivée à Grenoble à ce niveau-là, qu'un Diarra et qu'un Monfrey. Alors, en termes de poids, je pense qu'il doit y avoir, enfin en plus Tchapchet est grand, mais il doit y avoir 10-15 kilos d'écart à mon avis entre les différents bonhommes. Et quelque part, dans la mobilité, ça se voit aussi derrière. Donc c'est aussi pour ça que pour moi, cette charnière-là se détache aujourd'hui par rapport aux deux autres concurrents qui ne déméritent pas forcément. Offensivement, Karel, on va partir du fait qu'on est sur un 4-3-3, hein, parce que je pense que ça sera un peu plus compliqué que ça en cours de saison et qu'on peut aussi changer de dispositif selon les phases offensives ou défensives. C'est un peu comme ça que je l'ai vu moi sur la fin de la prépa où offensivement, quand on avait le ballon dans les pieds, on était davantage sur un 4-2-3-1 avec un Bonnet qui était très haut sur les phases offensives en soutien du 9 hein, et un peu plus bas sur les phases défensives, mais on va rester sur le 4-3-3. Est-ce que dans l'équipe type qui s'est dégagée de cette préparation, on a déjà beaucoup de certitudes ou est-ce que tu trouves que c'est finalement le secteur du terrain où va falloir peut-être tâtonner un peu, chercher les meilleurs automatismes? Comment tu vois un peu les choses par rapport aux quelques matchs que tu as pu voir, hein? Bah, ça va dépendre aussi peut-être, beaucoup finalement de la situation de Bamba, Mmh. je pense. Alors, je Bamba, sais pas si toi Bamba tu qui est as des présent infos, mais et qui est à 100%. Alors les informations sur Bamba, c'est la même chose, hein. Si une offre de 3 millions arrive, le club ne s'opposera pas à un départ. c'est le Heu, le bon de sortie, hein, qui est à 3 millions, c'est ça? voilà, ou à 2,5 millions si, voilà, peut toujours négocier effectivement derrière, c'est pas un souci. Donc si une belle offre arrive, en tout cas acceptable, il y aura pas d'opposition au départ. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, c'est que, en interne, on apprécie, davantage la fin de préparation que le début de préparation de Bamba.
visiblement, lui aussi a l'air un peu plus épanoui qu'en saison dernière. Je pense que les arrivées aussi peuvent jouer pour beaucoup, hein. Quand on voit qu'on a des bons joueurs de ballon, que devant ça bouge un peu plus, bah, je pense que quand on est attaquant et qu'on se dit, bah, on va peut-être pas que courir défensivement cette année, c'est un peu plus motivant. Et les échos sont plutôt bons en fait. C'est pour ça que j'allais te dire, si aujourd'hui on a un Bamba à 100% et investi dans le projet GF38, et je pense qu'on a tout intérêt à Grenoble côté joueur à vivre une belle saison, parce qu'on a vu qu'en 6 mois il n'avait pas forcément été au meilleur de sa forme et que sa valeur marchande elle a bien bien diminué, parce qu'on parlait quand même de 3 millions et demi, une proposition à 3 millions et demi plus bonus l'hiver dernier, et qu'aujourd'hui à 3 millions bah on trouve pas forcément quelqu'un, donc il a quand même beaucoup perdu de valeur. Je pense que tout le monde a tout à gagner à une grosse saison de Bamba, et pour moi effectivement un Bamba à 100% c'est titulaire en fait. C'est pour ça que, comme tu le dis, l'équipe type va aussi dépendre voilà, des états de forme et des états d'envie des joueurs qui seront toujours présents. Moi, je vais partir du principe que pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, mon trio offensif pardon, de base, ce serait Postolaki dans l'axe. Ce serait Joseph à droite et ce serait Sbaï à gauche. Sachant qu'on y reviendra Faut pas après, parce oublier que ce bail, t'as raison. je vais te poser la question après du joueur des joueurs qui ont marqué des points. Et pour moi, il en a clairement marqué, sachant qu'il a Mmh. joué une grosse partie de la prépa, un poste qui n'était pas du tout le sien pour rendre service, où ça a été un peu plus difficile pour lui d'exister. Et on voyait qu'il décrochait beaucoup. Il était utilisé dans l'axe parce qu'on n'avait pas beaucoup d'attaquants à disposition. Mais que sur la fin de la prépa, du coup, il n'était pas forcément considéré dans les titulaires, mais c'est lui qui s'est montré le plus décisif. Sur le visuel que je mets sur le petit live pour la version YouTube, pour ceux qui écouteront ça sur YouTube, bah, vous avez la liste des buteurs. C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça aussi tout à l'heure. Donc Amin Sbaï a marqué 3 buts. Et après, les autres Grenoblois qui ont marqué, c'est un but. C'est Postola qui a un but, Geno un but, Mbemba Yemfou un but, Ariel Mendy un but et Dante Rigo un but. Donc ne serait-ce qu'en termes de stats, voilà, il a fait une bonne prépa, et je pense cette année que ça peut être sa saison aussi pour devenir un titulaire un peu plus incontournable. Et après, l'intérêt d'un Sbaï aussi, c'est que dans un 4-2-3-1, bah, il est capable de jouer un peu plus en soutien aussi de l'attaquant si besoin, de laisser le côté gauche, tu vois, à disposition soit d'un défenseur, soit d'un milieu de terrain qui montrait un peu plus. Enfin voilà, je pense qu'en matière d'alternance de postes en cours de match, un Amin Sbaï montre quelques qualités en plus qu'un Bamba qui est vraiment plus un joueur, par contre, que tu vas mettre sur un côté, qui va faire des différences et qui va pas forcément en bouger, quoi. Et sinon, à droite, je pars pour l'instant sur Lenny Joseph. Après, on peut très bien OK. imaginer un Bemba à droite, un Sbaï à gauche, un Postolaki dans l'axe. Enfin, c'est l'avantage et le désavantage d'avoir des joueurs polyvalents finalement. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si tu avais encore une idée précise du trio de tête, ou si c'était encore en phase de chantier. Parce que pour moi, c'est très chantier encore à ce niveau-là. On l'a dit d'ailleurs, vous pourrez aller écouter un peu plus précisément ce qu'on a dit sur les recrues, mais sur le podcast Mercato. Postolaki, finalement, on l'attendait comme un neuf, et on se rend compte que c'est beaucoup plus qu'un neuf, que c'est un attaquant qui est mobile, qui est capable de décrocher et qui est complètement capable de jouer côté droit. Il l'a fait pendant toute une mi-temps, enfin un peu moins d'une mi-temps contre l'UNFP, et c'était loin d'être déconnant en fait. Je sais pas ce que tu en as pensé, Karel, mais il était aussi convaincant dans un registre un peu plus excentré côté droit. Totalement, totalement. On a vu que c'était pas qu'un campeur de surface, en quelque sorte. Voilà, il y a toutes ces situations-là à analyser, à prendre en compte. Moi, aujourd'hui, si, on me dit que Bamba repart à fond, parce que, en fait, Bamba, on pense à ces 6 derniers mois, je pense que le transfert apporté à Bordeaux l'a beaucoup secoué, et que c'est un joueur qui marche beaucoup au mental aussi, et qui marche beaucoup à l'envie, et à l'implication qu'il va mettre forcément, et qu'il a eu peut-être du mal, hein, il est encore jeune, finalement, Oui. 24 ans, qu'il a eu Pour moi, peut-être, Karel, j'aimerais bien avoir ton avis. Pour moi, sur le potentiel, c'est le meilleur joueur offensif qu'on a avec les arrivées, en fait. Je trouve qu'il a oui, plus de c'est en fait, il faut potentiel pas que tous les oublier. joueurs qui sont présents, effectivement. Faut pas oublier que sur la première partie de saison, c'est un joueur qui était meilleur dribbleur de Ligue 2. C'est un joueur, qui, puisqu'on va jouer à Saint-Étienne, c'est lui qui fait, la grosse différence sur l'ouverture du score de Grenoble, en enrhumant un, 2, 3 défenseurs de Saint-Étienne, avant de frapper, que ce soit contré et récupéré par Jordan Tell pour ouvrir le score, et à ce moment-là, c'était un joueur qui était super hype en Ligue 2. C'est-à-dire qu'avant, la saison passée, quand Grenoble joue le haut de tableau, quand tu parlais du GF38, les autres, les suiveurs de Ligue 2 te parlaient de Bamba, parce que, c'était lui qui affolait les défenses. Il avait les stats pour lui aussi, parce qu'il avait marqué contre Sochaux normalement, hein, notamment pardon, un solo run où il part de son côté droit, il rentre et il marque.
Il avait marqué contre Nîmes, un très beau but aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment pas, dormir sur Bamba qui a été, tout simplement impressionnant lorsque On peut parler mentalement il était chiffres, bien. on peut parler chiffres, Karel, hein. On considère que Mathias Phaéton a été bien vendu pour 2 millions d'euros. Bordeaux a mis 3,5 millions sur Bamba. Voilà, c'est Oui et quasiment c'est le double. Bordeaux. Oui, et c'est C'est Bordeaux, Bordeaux. c'est-à-dire que Bordeaux a considéré que, dans son objectif de montée, c'était quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose en janvier. Dans une attaque où tu avais déjà Josh Maja, où tu avais De déjà, quoi, hem, Davitashvili, oui. Davitashvili, voilà, c'était lui dont je cherchais le nom, donc des attaquants de très grande qualité et Bordeaux a considéré que c'était un joueur qui pouvait apporter une plus-value. Donc c'est un profil sur lequel s'il revient avec la volonté de se montrer justement pour aller chercher ce transfert-là, parce que je pense qu'il le mérite aussi sur les 6 premiers mois à Grenoble, moins sur les 6 derniers mois. Mais comme je l'ai dit, il est jeune, il faut aussi, prendre ça en compte dans le sens où je pense que ça lui a fait mal parce que, quand tu as la possibilité de partir à Bordeaux, c'est difficile de ne pas y penser. Hem, c'est un joueur qui peut être énorme dans ce collectif-là et on parlait de responsabilité, et d'épaules un peu moins de poids un peu moins lourd sur les épaules dans la responsabilité, de l'allant offensif de Grenoble, avec des milieux de terrain qui sont capables d'apporter, avec un Postolacci aussi qui est capable de peser au niveau des stats, avec un Meïssaba qui potentiellement, peut justement lui aussi profiter d'un peu moins de pression, avec un Sbaï qui monte en puissance, avec un Lenny Joseph qui peut apporter beaucoup aussi. Un Thio qui peut apporter en sortie de banc, peut-être que Bamba va se sentir libéré aussi par le fait qu'il y aura peut-être un peu moins de responsabilité sur le plan offensif parce qu'à un moment, je sais pas ce que toi tu en penses Fred, mais le GF38 c'était on donne la balle à Bamba et on espère qu'il va débloquer la situation. Tu Aujourd'hui parles ça des peut 6 changer. premiers, tu parles des 6 premiers mois de la saison dernière, mais on Oui, peut rajouter les 6 mois de la saison d'avant où effectivement et c'était, on envoie Poincaré, les ballons Bamba, sur tel et sur Bamba et Ave Maria, on prie et on espère qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, c'est ça. et c'est même pas caricatural ce que je dis. Et effectivement, sur la première partie de saison, d'ailleurs, il y avait un point qui était très intéressant. Encore une fois sur Mathieu Bonnemer, il faut écouter Mathieu Bonnemer, c'est toujours très Faut pertinent ce écouter qu'il dit. Mathieu Bonnemer. Où il disait, alors je sais plus si c'était avant le match contre le GF38 ou après, que concrètement, il se méfiait beaucoup. Ça devait être avant parce qu'il se méfiait. Le match retour, pardon, il se méfiait beaucoup de Bamba et de Phaéton, des Des joueurs ailiers du des, GF38 je des ailiers crois, du en GF38 général. exactement, parce qu'il voilà des ailiers en général, parce qu'il disait parce que le système de jeu de Grenoble en fait c'est un peu comme au basket en fait où le mec qui a la main chaude, ses quatre coéquipiers en fait ils vont se mettre d'un côté du terrain et ils vont lui laisser toute l'autre moitié de terrain tout seul en fait pour faire la différence. Bah c'était un peu ça en fait, c'était on donne le Ça ballon mais à c'est vrai. Bamba, on s'écarte du coup, on lui laisse de l'espace et tu fais la différence en fait. Alors quand ça passe c'est merveilleux parce qu'effectivement c'est souvent passé en début de saison. En deuxième partie de saison, c'est beaucoup moins souvent passé, mais comme tu le dis, ça fait reposer beaucoup de l'animation offensive du coup sur tes individualités et moins sur ton collectif. Je pense qu'on l'a beaucoup fait avec Phaéton aussi. Et pour moi, la grosse mutation de cet été, elle est là en fait. C'est que tu vas moins te reposer sur un mec qui est capable de faire des différences et que tu vas davantage te reposer sur la circulation du ballon en fait pour faire des différences avec des passeurs Ça, de très bon niveau. Mais oui, un Bamba, je te rejoins totalement. Un Bamba à 100%, c'est difficile de l'imaginer autre chose que titulaire et plus l'été passe, plus je me dis que c'est une bonne idée de le garder un an de plus en fait. En début d'été, j'étais plus en mode même pour lui. il va faire la gueule, il est pas heureux, on sait très bien qu'un joueur qui est pas heureux, ça va pas performer, il va encore perdre de la valeur, etc. Je pense que si au GF38 on arrive à le remobiliser, si lui il arrive à se remotiver, tout le monde a tout à gagner qu'il fasse une grosse saison en fait. Toi parce que tu auras un joueur hors norme pardon pour toi Grenoble. Et lui, parce qu'il va reprendre un peu de visibilité et que les offres de l'été prochain seront sans doute un peu plus conformes à ses attentes que ce qu'il peut C'est ça. avoir cet été où il est un peu plus dans l'ombre, on va dire, depuis 6 mois. Et on sait comment ça marche, hein, le foot. Hein. S'il te met un triplé sur un match, d'un coup d'un seul, le téléphone va davantage sonner. Quand il avait fait sa petite roulette là, la première saison, que ça avait bien tourné sur les réseaux sociaux, je pense que automatiquement, tu vois, les trucs tournent et les gens sont un peu plus sur ton dos et tu prends de la valeur, quoi. Donc C'est j'ai ça. une grosse confiance sur du Bamba et en tout cas j'ai une confiance qui augmente et qui grossit au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours qui passent j'ai envie de dire. Parce que le début de préparation j'étais vraiment en mode voilà quoi. Et encore on en avait parlé le premier match contre le Paris FC. Dans l'envie j'ai trouvé qu'il était intéressant en fait. Alors dans la réussite beaucoup Oui, moins, oui, mais oui, il faisait beaucoup totalement. d'efforts. Voilà, tu sentais qu'il faisait les courses, qu'il faisait les efforts On défensifs, en avait etc. parlé. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sur le terrain, voilà, aussi déterminé quelque part Aussi que sur concerné ce en match. fait. Ouais, concerné, c'est le bon terme effectivement. Donc Mais oui, ça nous totalement. aide pas pour déterminer un trio type devant, hein, du coup. Mais Oui, moi parce que du coup, personnellement, j'ai pas donné mon trio type.
J'ai pas Ouais, donné du mon triotype, mais du coup, dans l'idée, je dirais, si voilà, il est amené à rester et que tu l'as dit, il est concerné et que Grenoble a réussi à le remobiliser, je dirais quand même Bamba sur le côté droit ce parce qui que veut c'est dire difficile de ce qu'on peut dire, s'aligner Karel, à par droite. contre, c'est que devant, on peut quand même s'attendre à pas mal de rotations. C'est-à-dire Oui, moi, j'imagine mal aujourd'hui Vincent Nion qui dit mon trio devant, c'est Bamba, Postolaki, Joseph, il joue 90 minutes tous les matchs, quoi. C'est-à-dire que non, des mecs comme Thio, des mecs comme Sbaï, des mecs comme Meissaba, il va falloir leur donner à minima 20-30 minutes par match. Et les semaines où on jouera un peu plus, tu vois, essayer d'avoir un peu plus de rotation, de choses comme ça, parce qu'on a vraiment, pour le coup, alors des gens vont pas être d'accord sur Meissaba, mais je trouve qu'on a vraiment de la qualité. On en avait déjà l'an oui, passé, hein, cela dit, mais je trouve qu'on en a peut-être encore plus cette année de qualité, même si on perd Phaéton qui est très bon. Globalement, quand même, on a déjà Postolaki en plus qu'on n'avait pas et les mecs qui sont arrivés, c'est des potentiels titulaires. Tu vois, Lenny Joseph jouait pas trop à Metz, mais dans un contexte autrement plus relevé en termes de concurrence qu'à Grenoble. Sbaï un an de plus, Bamba c'est toujours Bamba. Enfin, bon courage en tout cas pour les compos offensives. Sbaï, oui, voilà, Sbaï, tu fais bien d'en parler, puis tu fais bien de revenir aussi à cet épisode, du Havre où en fait, les dirigeants du Havre à ce moment-là, avaient dit que Grenoble avait presque les meilleurs ailiers de Ligue 2, hein, Oui, tout simplement et pour une équipe qui a été championne, enfin largement, ils ont un peu freiné sur la fin de saison, mais dont on n'a jamais douté de la montée, c'est quand même révélateur de oui, la bah, qualité qu'il peut y avoir, dans cet effectif. Donc, tu fais bien d'en reparler Phaéton et fait le tu meilleur fais bien transfert de aussi Ligue de 2 cet été avec Crasso, hein. Je pense que Crasso et Phaéton, c'est les deux plus belles valeurs et marchandes. tu fais Alors bien j'ai... de parler aussi de, heu Oui, vas-y, Karl. oui, pardon, ça avait un peu coupé. Tu fais bien de parler aussi de d'Amin Sbaï, dont on parle un peu moins parce qu'il est pas forcément vu comme un titulaire et puis on a du mal à déterminer, où est-ce qu'il va évoluer. Mais c'est un joueur qui monte en puissance. Lui aussi il avait alerté les sirènes de certains clubs, de Ligue 2, hein, il me semble, Oui. sur la fin de la saison et pour Et un de joueur Ligue qui 1. monte en puissance et de Ligue 1 aussi donc pour un joueur qui voilà, qui apprend, Qui le découvrait la qui Ligue 2. poursuit son apprentissage dans le monde professionnel. Parce qu'il était en national avant, qui lui-même, je pense, reconnaît que sur le plan physique, il a peut-être un peu coulé sur la fin de saison, et qui a travaillé en conséquence et je pense que c'est un joueur qui est vraiment déterminé et qui voilà, qui ne voulait pas quitter le GF38. C'est un profil qui va être très intéressant de suivre parce que là aussi, c'est un profil très, très talentueux qui, je pense, a manqué d'un peu d'expérience, peut-être un peu de, ouais, voilà, d'expérience dans ce monde-là, mais qui au niveau de la qualité, qui au niveau de ses pieds, il y a aucun doute, c'est un très, très bon joueur et on a beaucoup d'options, tu l'as dit. Donc moi, je partirais sur un Bamba, Bamba, Posto, potentiellement Joseph, voire un Sbaï et quelque chose que j'aimerais ne pas sortir de l'équation, c'est potentiellement une association, en fonction de la saison entre Meissaba et Posto parce que je l'ai dit, ça peut être très complémentaire et j'aimerais bien voir ce que ça peut donner aussi. Et on a vu Sylvestre à excentré droit pendant la prépa, c'est pas déconnant non plus. C'est une option qui a Oui, tout à fait du totalement. sens. Et je pense même qu'on risque de débuter à Saint-Etienne plutôt dans cette optique-là derrière. En tout cas, les options sont nombreuses. Maintenant, l'an passé aussi. Moi, je reste persuadé que offensivement, on était très bien armé l'an passé aussi. Ça n'a pas empêché Grenoble de terminer pire attaque de Ligue 2. Donc, le potentiel sur le papier, c'est intéressant. Après, il faut voir comment on l'utilise derrière et comment on lui permet de s'épanouir aussi derrière. De ce qu'on a vu sur la prépa, je pense que ça peut être une bonne conclusion de ce podcast, Karel. C'est que on a davantage vu finalement le potentiel bien exploité, le potentiel offensif sur cette prépa que sur la saison dernière. Même si sur la fin de saison dernière, j'ai trouvé que c'était un peu mieux dans le jeu. Là, on a quand même vu des phases effectivement de possession, des phases de pressingo, des beaux mouvements collectifs avec beaucoup de nouveaux joueurs pourtant. C'est encourageant et ce que j'ai envie de dire moi sur cette prépa, c'est qu'elle m'a d'une part un peu hypé sur la saison. Voilà, c'est pas un secret, j'étais pas forcément ravi. J'étais pas forcément d'une grande motivation. Je pensais même voir 0 match cet été. Je me suis dit je vais m'emmerder, ça va être chiant, etc. Le mercato d'une part m'a déjà bien remotivé. Le premier match contre le Paris FC m'a bien remotivé aussi. Et voilà, je trouve que c'est prometteur en fait et encourageant pour le reste de la saison. Et je vais pas commencer à parler de Ligue 1, etc. Mais je pense qu'on a une belle équipe qui est capable de donner du plaisir aux gens. Après, la place, Voilà, c'est ça, on s'en fout, mais je pense qu'on c'est peut ça. prendre du plaisir avec cette équipe-là, en tout cas. Je pense que la saison passée, on a vu que
Ça suffisait pas forcément aux suiveurs du GF38 d'être, en quart de finale de Coupe de France, même si c'était un très beau moment et que c'était un match intéressant à suivre à Lyon et que ça suffisait pas forcément d'être dans le top 10. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, une volonté de prendre du plaisir, comme tu l'as dit, de s'amuser devant les matchs du GF38 et aujourd'hui, je trouve que tu as recruté pour répondre dans l'idée à ces besoins. Après, c'est sur le papier, faut voir comment ça s'articule, faut voir comment ça prend. Faut voir comment la saison, se déroule parce que, il y aura toujours, le maintien qui passera avant. Mais, si on voit que le maintien est apporté plutôt facilement au vu du début de saison, au vu de ce que l'équipe montre, je pense que voilà, aujourd'hui, ce que les supporters veulent, alors je parle pas au nom des supporters parce que ça sera sûrement différent en fonction de chacun, mais peut-être que dans la globalité, beaucoup veulent voir des buts au Stade des Alpes, veulent voir, une équipe qui contre les gros lorsque, bah, tu vas accueillir 10 000, 15 000 spectateurs comme ça a été le cas contre Bordeaux, Saint-Étienne. Fais le jeu, fais du spectacle et aujourd'hui je trouve que tu as les profils pour le faire et je trouve que le recrutement dans ce sens est intéressant. T'as les profils pour quitter le stade avec le sourire, en tout cas, quitte C'est à ce que ça, les résultats soient pas toujours au rendez-vous, mais je sais que dans sa grande majorité, en tout cas sur les gens qui sont au stade, avoir un gros match mais un partout, les gens seront contents en fait. Voir un partout avec c'est un ça, match de un merde, les gens vont 2-2, siffler en fait. C'est pas tant le résultat, même si évidemment on n'a pas envie de voir un gros match et de perdre 4-0, hein, on est d'accord. Mais je pense que l'état d'esprit et ce que tu montres dans l'animation du jeu, des choses comme ça, sont des vrais critères qui comptent. Parce que pour la plupart des gens, on n'est pas sur l'optique, on doit monter en Ligue 1 en fait. Voilà, si le classement est bon en fin de saison, c'est un je bonus. pense que personne n'attend ça. Il y en a, mais je pense que c'est loin d'être la OK. majorité. En tout cas, voilà, en tout cas de ceux qui viennent au stade. Karel, pour terminer, je te propose un petit top flop, ton petit top flop de la prépa. Je vais commencer moi si tu veux, si ça peut t'inspirer un peu ou Vas-y. si ça te laisse le temps de réfléchir. Alors, je vais commencer par mes flops. Le match de Xantip contre Gol FC, la première mi-temps, j'ai trouvé vraiment très en difficulté contre le très bon numéro 11 de Gol FC. D'ailleurs, au passage, on peut saluer la qualité de l'adversaire aussi. Voilà, je l'ai dit sur le podcast Mercato, c'est ma petite déception avec des gros guillemets hein, comme déception, parce que les attentes et puis n'étaient pas forcément immenses et puis que c'est qu'une préparation. Mais c'était ma petite déception malgré tout de cette prépa. Et l'efficacité des joueurs du GF38, voilà, ça reste un mal récurrent malgré les qualités dont on vient de parler pendant 40 minutes. On aurait dû marquer plus à Grenoble. On aurait dû marquer contre le Paris FC. Alors il y a des fois, il y a un manque de réussite, il y a des barres, il y a des choses comme ça. Contre Saint-Etienne, finalement, c'était pas trop mal. On aurait dû marquer plus contre Gol FC, on aurait dû marquer beaucoup plus contre l'UNFP et contre Rodez aussi, visiblement. Alors c'est le match que je n'ai pas vu, mais les échos que j'ai eus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'occasions encore qui n'ont pas été converties. Donc ça, c'est les flops. Et mes deux tops dont je n'aurais pas encore parlé, je vais pas reparler de bien évidemment d'Eddie Sylvestre, etc. C'est Amin Sbaï, qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui a monté de grade en stats, ce qu'on attendait notamment de lui l'an passé avec ses 3 buts. Bon alors le penalty, il était mieux tiré que contre, c'était quoi le dernier match de la saison, Karel? Rodez? Non. C'était Guingamp? Guingamp, tout à fait. Il était mieux tiré que contre Guingamp, donc voilà. Après le deuxième but qu'il met contre le l'UNFP, il est magnifique dans l'enchaînement. Et visiblement, pareil, mon collègue présent au Chambon-sur-Lignon m'a dit que son but était pas mal du tout contre Rodez. Donc, si en plus il nous met des jolis buts, on est preneur. Et mon deuxième top, en fait, c'est tous les jeunes de la réserve qu'on a pu voir avec parcimonie rendre des services, notamment sur le début de la prépa. Alors, on a Moïse Mbemba Yamfou qui a marqué, hein, donc il sera sur la ligne de stats. Mais globalement, hein, Dedola, ça a été pas mal. D'Antona, ça a été pas mal. Momiko, il s'est vite blessé contre le Paris FC, mais pendant 40 minutes, il avait fait son match aussi. Donc bah, c'est l'occasion de les saluer tous. Ils ont su saisir ce qu'il y avait à prendre. Alors malheureusement, pour la plupart, ça va être difficile, notamment vu le potentiel offensif de la saison, de les revoir. Mais bravo à eux, bravo à Lucas Poulican aussi qui fait du bon boulot. On le répète, hein, si Mathis Touraine s'est aussi facilement adapté à la Ligue 2, bah, c'est aussi parce qu'il avait bien été préparé en réserve. Et puis on espère les revoir en cours de saison. Bravo aussi à Baptiste Isola pour son premier contrat pro, bien évidemment. Mais voilà pour mes deux tops. Karel, du coup, Eh top ben flop? écoute, moi sur les flops, je suis d'accord avec l'efficacité, dans le sens où il y a quand même des matchs où tu es un peu resté sur ta faim. Moi, je pense notamment au Paris FC où tu fais 0-0. Il y a quand même pas mal d'occasions, que tu peux potentiellement mettre au fond, donc c'est un peu décevant. Après voilà, c'est encore une fois, ça reste à relativiser, c'est de la prépa et puis rien ne dit que tu vas pas lancer une dynamique d'efficacité toute différente sur, la saison de Ligue 2. Au final, ça sera ça l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de buts qui auraient pu être marqués. Et sur un autre flop, alors
encore une fois, ça reste à relativiser parce que, bah, c'est pas ça qui va dicter la saison. Mais je trouve ça dommage quand même de finir sur un revers à Rodez. Moi, ça me frustre un peu dans le sens où en plus c'est un match qu'on voit pas. C'est le seul match de la prépa qu'on ne voit pas, c'est le match qu'on perd. Il y a quelques blessures qui t'inquiètent un peu. Donc ça a été un peu vraiment le moment, qui m'a un peu, pas énervé puisque c'est un trop gros mot, mais qui m'a un peu, Ag irrité sur cette agacé. prépa parce que c'est le dernier agacé, c'est le dernier match, juste avant de commencer la Ligue 2, donc tu finis un peu sur une fausse note. Mais encore une fois, ça reste à relativiser, c'est pas non plus bien grave. Sur les tops, alors le dernier top que tu as pris, c'était un des tops que je voulais donner parce que c'est vrai que je trouve que les joueurs de la réserve ont été super intéressants, super concernés forcément, mais plutôt haut niveau. Dans l'idée. Alors, tu as parlé de Moïse Mbemba Yamfou. Moi, je l'ai trouvé très bon quand même, pas forcément dans le registre qu'on attendait parce que, Oui. voilà, c'est un profil, très physique, très grand et on l'a vu jouer sur un côté à un moment, il me À semble, Saint-Étienne, il élimine à sur 2-3 un match. reprises Oui, ses voilà. adversaires directs. C'est très Et il a étonnant été vu son profil, ouais. percutant, Ouais, ouais, c'est ça. il a marqué contre l'UNFP, moi je le connaissais pas spécialement donc j'ai été plutôt agréablement surpris. Mbomiko qui nous a gratifié d'un petit sombrero, enchaînement sombrero, frappe, repoussé par le gardien contre le Paris FC, il est pas loin d'ouvrir le score. Après on l'a moins vu forcément, mais que j'ai trouvé plutôt cool sur le peu de temps qu'on l'a vu. Dedola, pas surpris parce que je l'avais vu avec la réserve et qu'on voyait quand même que c'était un très, très bon joueur de la réserve quand même Dedola et qu'il était assez polyvalent aussi. Là aussi, on lui a demandé d'évoluer à plusieurs postes et il a répondu présent donc c'est sympa et puis, des joueurs comme Yameogo forcément dont on attend beaucoup. D'Antona aussi, on voit qu'il y a du ballon donc ça a été sympa de les voir sur cette prépa. Donc je les mettrai, quand même dans les tops, dans les points, positifs de cette prépa. Ensuite, je parlerai forcément du milieu de terrain, parce que moi j'en attends beaucoup. Alors ça a été un point positif dans les promesses dont on peut tenir, après il faudra voir si c'est confirmé, mais moi je trouve que voilà, encore une fois, il y a vraiment toute la transformation d'une équipe qui peut passer par ce nouveau milieu de terrain-là et j'ai très hâte aussi de voir ce que Jesse Bonnet peut donner en étant très, très bien accompagné. Et puis, ensuite, voilà, je dirais que peut-être le dernier top, c'est que globalement ça a été encourageant dans ce qui a été proposé, dans la volonté de pressing. J'ai trouvé les joueurs, assez concernés, là où des fois en prépa, tu es peut-être un peu plus, en demi-teinte. Mais là, voilà, tout le monde, très concerné par peut-être le nouveau projet de jeu. Faudra voir ce que ça donne. Et puis des résultats assez positifs, une belle victoire à Saint-Étienne notamment, même si voilà, c'est que de la prépa. Heu et puis le fait aussi de pouvoir aller voir les matchs, de croiser tout le monde dans un climat qui est peut-être un peu moins tendu que pendant la saison où tu fais plus attention aux résultats. Là, c'est un peu plus relax, c'est un peu plus chill, donc toujours sympa de voir, du monde au match de préparation. Donc voilà pour moi, pour mes top flops. Est-ce que ça t'a donné envie d'encore plus vite retrouver le championnat, cette préparation? Parce que Ah finalement, moi oui. voilà, pour nous suiveurs, c'est le point important d'une préparation, c'est de donner envie pour la suite, hein. Moi, oui, totalement, comme je t'ai dit, j'attends beaucoup des recrues. En fait, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner en format Ligue 2, parce qu'on sait que c'est différent et que, ça prend une importance, toute différente quand tu es en championnat et que, tu peux te rendre compte que des joueurs prennent des dimensions, exceptionnelles pour le club, sur les premières journées de championnat. Donc j'ai forcément envie de voir ces recrues-là, j'ai envie de voir, la direction qu'a voulu prendre le club avec ces recrues-là aussi, parce qu'on l'a dit, c'est des joueurs qui changent peut-être de ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc j'ai envie de voir si ça se reflète en championnat aussi, parce que ça se reflète en préparation, mais encore une fois, la compétition, c'est autre chose. Et puis j'ai hâte de voir, voilà, comment on commence à Saint-Étienne par un gros match, devant tout le monde en plus, parce que ça va être le premier match de la saison. C'est peut-être limite le premier match, de la saison 23-24, c'est le premier match de la saison 23-24 en France déjà, mais un des premiers en Europe je pense, même si je crois que la Bundesliga 2 a déjà repris des championnats comme ça. Oui. Mais on va être vraiment en prime et j'ai envie de voir si on répond présent et ça me ferait plaisir qu'on le fasse donc très hype. Et toi Fred? Après toutes ces années à suivre le GF38? Toujours beaucoup de plaisir. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, j'attaquais un peu en mode renfrogner, ce début de préparation, et cetera, hein. Je te l'avais dit d'ailleurs que j'étais même pas sûr d'aller voir des matchs, j'étais pas très hypé justement derrière. Le mercato a été un premier coup de boost.
parce que j'étais intéressé par les premiers profils. Voilà, je me souvenais de Sylvestre contre Grenoble qui avait été très bon. Dante Rigo avait un profil un peu sympa. Xantim, j'aimais bien sur le papier, tu vois, voilà. On n'avait pas encore Postolaki à l'époque, mais je trouvais que le mercato était intéressant. En tout cas, il était conforme à ce qui nous avait été vendu quelques semaines auparavant par la direction, donc c'était cool. Et puis le premier match m'a bien mis dedans en fait contre le Paris FC. J'en attendais pas grand chose parce que bah après match de prépa généralement c'est difficile. J'ai trouvé des joueurs plutôt en jambes. C'était une bonne surprise à ce niveau-là. Plutôt impliqués. On en parlait de Bamba tout à l'heure, mais c'était global. J'aime bien voir des jeunes que jouent avec la réserve en fait bah, s'illustrer au niveau du dessus. Donc bah ça m'a fait plaisir de revoir des têtes voilà que j'ai plus l'habitude de croiser au Clos d'Or. Donc ça, c'est plus des petits plaisirs personnels au fur et à mesure des années, de se dire: «Ah bah tiens, lui, je le connais», alors qu'il y a pas beaucoup de monde qui le connaissent. Peut-être que ça te fait pareil avec Dedola, tu vois? Par exemple, quand tu es capable de parler, où on te dit: «C'est qui lui?» Bah, tu es capable de dire son nom parce que tu l'as déjà vu jouer, Mmh. quoi. Toujours un petit plaisir personnel. Donc ouais, j'attaque plutôt avec intérêt, cette saison. Alors bon, il y a des passages bien évidemment un peu plus, usants, on a parlé de Jordan Tell en début de semaine sur un podcast. Ça, c'est moins plaisant, on va dire, dans le boulot, mais ça fait partie du boulot de journaliste aussi, donc bah, faut s'y coller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure après. Ce que j'attends du stade, moi, aujourd'hui, sur le GF38, aussi à titre personnel, bah, c'est de prendre du plaisir, tout simplement. Je suis pas quelqu'un qui est très axé résultat. Si demain Grenoble est en National 3, bah, Grenoble sera en National 3 et si j'ai envie d'aller voir le match pour prendre du plaisir, j'irai voir le match, en fait. C'est pas une question de Ligue 1. Après, je dis ça en ayant connu la Ligue 1, c'est peut-être un peu plus facile et tout, mais je suis pas axé résultat, etc. J'ai envie que les mecs respectent le maillot, mouillent le maillot et fassent plaisir aux gens, en fait. Voilà mes attentes. Et pour l'instant, sur ce groupe-là, sur cette équipe-là, sur ce que j'ai vu, j'ai tendance à croire que ça va être le cas en début de saison. Maintenant, je me souviens aussi que l'année dernière, la préparation avait été plutôt prometteuse et qu'on est vite redescendu sur terre derrière, malheureusement. Donc on verra samedi. Et puis d'ailleurs, on parlera de ce match de Saint-Étienne très rapidement en compagnie de Flo, Karel, et en ta compagnie aussi. Donc bah, restez bien à l'écoute pour les prochains podcasts Métro Sport. On vous souhaite à tous une très bonne fin de je sais pas quoi. Ça dépendra à quelle heure vous nous écoutez, du coup, forcément. Très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, peu importe. Et à très très vite. Karel, je te dis à bientôt aussi. À bientôt, salut tout le monde. Ciao.